Alors, c'est l'histoire d'un policier et en fait, il travaille avec quelqu'un de sa famille et il mène des enquêtes pour savoir qui a tué la personne. Honnêtement, je caricature, mais le pitch est tellement important dans nos métiers et justement, c'est le rôle de notre invitée du jour. Elle va nous décrypter et nous donner tous les codes pour pitcher à la perfection. Je crée pour vivre. Je dois livrer demain. J'ai besoin d'aide. Il faut tout reprendre à zéro pour de nouveau atteindre le sommet. Ça fait 2 jours qu'on la répète cette putain de séquence, t'es même pas capable de me regarder. On voulait quelque chose de différent. Et c'est là que mon petit frère a eu l'une de ses meilleures idées. Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Venez voir vous-même, venez. Vous voulez que je parle? Quand je te désigne du doigt, oui. Je veux apprendre tout sur tout. J'aime votre façon de voir le monde. L'entretien, c'est dans un instant, mais avant, les petites consignes d'usage. Je m'appelle David Fressino, je suis scénariste, réalisateur et créatif compulsif depuis plus de 20 ans et je serai votre hôte pendant la durée de cette émission. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Séquence, nous plaçant régulièrement dans le top 10% des podcasts les plus écoutés de France. Séquence, c'est le podcast dédié à la création sous toutes ses formes avec un nouvel épisode tous les 15 jours le mercredi à 7h du matin. Abonnez-vous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Et pour dompter l'algorithme, une seule chose à faire, mettre 5 étoiles ou un pouce en l'air, l'univers vous le revaudra. Si vous aimez l'émission et mon travail et que vous avez envie de la voir continuer, épisode après épisode, rendez-vous sur Tipeee ou Patreon selon votre préférence. À partir de 5 € par mois, vous recevrez les épisodes une semaine avant tout le monde, sans aucune, je dis bien aucune publicité. Les liens sont dans la description. Merci à ceux et celles qui vont faire ce petit bout de chemin-là avec moi. Mettez-vous à l'aise et tirez vos orteils si vous en avez et bonne écoute, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Tadam, et mon invité est Claire Dixot qui ouvre le bal de cette série d'épisodes consacrés à booster vos compétences pendant l'été pour vous permettre d'acquérir de nouveaux skills comme on dit et ainsi tout défoncer à la rentrée. Coucou Claire. Bonjour David. Claire, tu es spécialiste de l'art de pitcher depuis plus de 25 ans. Tu accompagnes les auteurs, les autrices, les scénaristes, producteurs, productrices, réalisateurs, réalisatrices et dirigeants, dirigeantes. T'as vu, j'ai fait de l'inclusion dans l'art de présenter et défendre leurs projets. Tu es formatrice à l'INA, à la FEMIS ou encore au Centre de formation des journalistes. On peut le dire sans rougir, tu es aujourd'hui la référence, the reference du pitch dans l'audiovisuel. Et avant de te consacrer à la formation, tu as occupé des postes de direction chez Microsoft France, Arte, Canal+, et Warner. Tu es l'ancienne rédactrice en chef de la Gazette des scénaristes et la créatrice, attention c'est long, du prix du scénario de court-métrage de la semaine de la critique à Cannes. Claire, comment toi tu aurais pitché ta présentation ? Oh, je serais allée beaucoup plus court. Je crois que je n'aurais parlé quasiment que du présent, mais merci, je suis toute rouge de cette présentation qui me jette beaucoup de fleurs. Je crois que j'aurais juste dit que je forme au pitch les créateurs et créatrices de l'audiovisuel, du cinéma, du numérique, de l'édition également. Et à côté de ça, j'écris des livres de cuisine, des guides gastronomiques. Il y en a un qui vient de sortir d'ailleurs. Oh, ça fait le parrain, non ? Oh, c'est le presque plus ancien, en fait. Ah, tu vois les compétences de pitcher que j'ai. Déjà, tu vas m'aider à reprendre cette histoire. Oui, donc tu as sorti une série de livres sur la cuisine et le cinéma. La cuisine au cinéma, absolument, mangez comme vos héros. Je me suis régalée à travailler sur cette série. J'ai fait également des guides gastronomiques, des polars gastronomiques. Et j'écris aujourd'hui du documentaire pour une chaîne YouTube américaine. Très bien. Et alors justement, avec ton parcours, comment promouvoir l'art du pitch ? Parce que pour moi, c'est vraiment un art. On avait déjà discuté, je parlerai un petit peu plus tard de notre première rencontre. Mais comment tu te dis à un moment, le pitch, enseigner le pitch, ça va être mon business ? Contrainte et forcée. C'est une de mes meilleures amies qui dirigeait une filière de formation à l'INA à l'époque, on est en 98. J'enseigne dans sa filière de formation à l'époque le business model des médias numériques. Il n'y a personne qui fait ça et moi je sors de Microsoft, donc j'ai une petite idée de ce que je peux proposer aux étudiants. Et cette copine me dit, le formateur qui devait faire la formation au pitch m'a laissé tomber, tu vas me faire ça très bien.
Et là, j'ai un grand moment de glups parce que je ne pense pas faire ça très bien du tout. Pour mémoire, pour poser les choses un peu clairement, je suis autiste. Je suis sur le spectre autistique. Donc je suis la pire pitcheuse du monde. Je n'arrive pas à regarder les gens en face. Je bredouille, je suis parfois bègue. C'est une pure catastrophe en pitch. Et je ne comprends pas pourquoi cette copine me demande de préparer ça. Toujours est-il que je fais de mon mieux. Je prépare une formation de méthodologie d'une demi-journée. Et c'est parti comme ça. Ça s'est pas trop mal passé. On m'a demandé de recommencer. Et justement, pour toi, c'est quoi un pitch réussi? L'essence. Pour moi, un pitch réussi, c'est ce qui se passe après le pitch. Tu sais, la fameuse phrase « le silence après Mozart », c'est encore du Mozart. C'est ce qui se passe après le pitch. C'est quand tu pitches et que quelqu'un te dit « ça m'intéresse, envoie-moi ton dossier ». Parce que sinon, c'est un exercice rhétorique. Et en soi, dans les métiers de l'audiovisuel, du cinéma, de la création en général, un exercice rhétorique, c'est marrant 5 minutes, mais en réalité, ça n'a pas de valeur. Le pitch, c'est pas raconter, c'est convaincre. Convaincre des partenaires de participer à ton projet. Donc, un pitch réussi, c'est un pitch qui a convaincu. Et justement, tu as complètement raison, parce qu'en plus, on peut pitcher soit, en tout cas moi dans mon cas de scénariste ou même de réal, et j'ai aussi une société de production, donc du coup, je peux pitcher autant à des chaînes, à des producteurs, à des camarades, tu vois, scénaristes que j'ai envie d'embarquer sur un projet, et on se rend pas compte, mais on pitch tout le temps, en fait. Même à sa famille qui dit, tu fais quoi en ce moment? Et là, si tu dis, c'est l'histoire d'un camionneur, et puis il est en duo avec un policier qui aime la charcuterie, déjà, ta famille se dit, putain, mais quel boulot de merde! On se retrouve déshérité assez rapidement, je te le confirme. Tout à fait. Non, c'est comme Monsieur Jourdain et la prose. On passe notre temps à pitcher et t'as remarqué, tu pitches pas pareil à ta famille, à tes proches qu'à des producteurs ou des diffuseurs ou des scénaristes avec lesquels tu veux travailler. Le pitch, c'est toujours du sur-mesure. On fait jamais 2 fois le même pitch parce qu'on parle à quelqu'un. Et quand tu parles à quelqu'un, spontanément, tu adaptes la façon dont tu parles, les arguments que tu donnes, l'ordre dans lequel tu poses tes arguments. Un pitch, c'est toujours de la haute couture, c'est toujours du sur-mesure par rapport à l'interlocuteur. Et justement, parce que notre audience est principalement composée de gens qui créent et qui écrivent, c'est quoi l'erreur que tu vois le plus souvent? Tu vois, genre les gens se présentent devant toi en disant « moi je suis tellement bon en pitch » et là, boum, grosse banane. Alors, je crois que je vois 2 types d'erreurs. Il y a ceux toutes qui les sont... miennes. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, c'est très agréable de parler avec toi. Tu as une voix posée, tu articules bien. On sent les heures de vol. Non. Parler, c'est un métier. Mais première erreur, je suis un super bon pitcher, j'adore pitcher, machin, donc je te fais mon show. Et donc, je me mets en avant. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'on est là pour écouter un projet et prendre une première décision par rapport au projet. Est-ce que j'ai envie d'en savoir plus, de lire le dossier, de travailler pendant parfois 2 ans de ma vie avec cet Olibrius? Bon, donc quand on aime ça, qu'on a du talent pour ça, mettre le projet au centre, pour moi, c'est une clé. Ça, c'est l'erreur, je pense, fréquente chez des gens qui, par exemple, viennent du métier d'acteur et qui font leur numéro parce qu'il faut le dire aussi, pitcher, quand on aime ça, c'est formidable, on se fait plaisir. Mais il y a une limite du plaisir à trouver qui est mon projet d'abord, moi ensuite. Ça, c'est la première erreur. L'autre grosse erreur qui vient aussi du fait que beaucoup d'auteurs ne savent pas pitcher et donc essayent de convaincre en ajoutant des infos et encore des infos et toujours des infos, c'est noyer l'interlocuteur sous des tonnes de détails, de façon à ce que l'interlocuteur ne soit plus capable de savoir ce qui est prioritaire, ce qui est secondaire, ce qui est l'intrigue principale, ce qui est l'intrigue parallèle ou secondaire, ce qui est bouclé, ce qui est feuilletonnant. On est perdu, on en a 10 fois trop. Le pitch, c'est un exercice d'élégance à tous les niveaux. Et élégance dans la prise de parole, même si la tentation est grande, c'est une bonne idée de se mettre en retrait. Et élégance dans le sens où c'est pas en rajoutant des plumes à ton chapeau, des bijoux et un manteau de fourrure que tu seras plus élégant. Au contraire, c'est en retirant des éléments pour avoir une silhouette claire. On cherche à obtenir une silhouette claire. Je comprends complètement parce que moi, c'était vraiment mon erreur pendant très longtemps. C'est-à-dire que j'avais tendance à surcompenser le pitch en me disant, comme j'ai pensé à
toutes les variantes pour rassurer le diffuseur ou le producteur en disant j'ai pensé à tout. En fait, tu intègres tout cet argumentaire de sauvegarde dans le pitch et à un moment tu dis mais et en plus le projet il est international et en plus je me suis dit on va mettre une petite souris parce que les souris ça plaît aux enfants et puis t'en rajoutes et puis des fois tu te dis waouh la personne en face elle a pas placé une phrase pendant 15 minutes, ça peut être long le pitch. D'ailleurs c'était un des conseils que tu me disais quand on s'était rencontrés la première fois, c'était attention, enfin ça doit être court. Ça doit être court. Ma recommandation, c'est de ne pas dépasser 7 minutes. Quand on te laisse le temps, entre 5 et 7 minutes, c'est parfait. Et du coup, tu laisses le temps à ton interlocuteur de poser toutes les questions qui vont lui permettre de prendre sa décision derrière. Déjà, sa première décision, genre, envoie-moi ton dossier. Ça, pour moi, c'est indispensable. Il y a des festivals de scénarios où on laisse 20 minutes aux auteurs. On pourrait leur donner un flingue et leur dire de se tirer dans le pied tout de suite. Ça irait plus vite, tu vois. Ça irait beaucoup plus vite. Honnêtement, être concis, c'est aussi convaincant que d'être bon à l'oral. Déjà, faire court et faire clair, c'est indispensable. Il se passe qu'il y a un truc dans le cerveau qui s'appelle les courbes d'attention. La courbe d'attention longue, elle est d'en gros 45 minutes. C'est ce qui fait que quand on était à l'école et au lycée, au bout de 45 minutes de cours d'un prof pas terrible, on n'en pouvait plus, on avait envie que ça sonne. Et la courbe d'attention courte, elle est curieusement d'à peu près 5-6 minutes, selon les individus plus ou moins, mais au bout de 6 minutes, l'interlocuteur n'assimile plus les infos, même si le pitch est formidable, s'il est distrayant, s'il est bien fichu. Donc, de toute façon, faire court et laisser du temps à l'interlocuteur pour ses questions, faire attention aux questions et basculer complètement dans un autre mode pour répondre aux questions, on n'est plus dans le pitch. Tout ça compte beaucoup sur le fait qu'un rendez-vous se déroule bien, à mon avis. Oui, complètement. Et pour revenir sur notre rencontre avec Maxence, à qui je dédie d'ailleurs ce premier épisode que je passe sans lui, il me manque, je suis tout seul et abandonné. On s'est rencontrés parce qu'avec Maxence, on a été lauréat d'un appel d'offres France Télévisions. On était dans les 5 lauréats, et sur les 5 lauréats, 1 ou 2 allaient partir en production. Et c'est là où, comme c'était organisé de mémoire avec la SACD, tu étais référente justement pour accompagner les lauréats et nous aider à pitcher, ce qui m'a permis d'ailleurs de voir où j'avais des points forts, parce que je suis plutôt assez à l'aise là-dessus, et où j'avais quand même des points faibles, parce qu'effectivement, tu m'as dit 2-3 trucs, j'ai dit, ah ouais, putain, mais ça, j'avais pas pensé, et effectivement, comme quoi, il faut toujours un peu travailler sur soi-même, et ensuite, on a passé à la seconde étape, on n'a pas été plus loin, malheureusement, avec Maxence, le projet n'a pas vu le jour, mais il y a un truc que je voulais aborder avec toi, c'est que pendant ce moment, ce deuxième pitch qu'on a passé à France Télévisions, il y avait 15 personnes, j'ai senti que c'était perdu à un moment. C'est-à-dire, je savais dans le regard des gens, je trahis pas, je pense, un secret de Dieu en disant que c'était un projet qui était un peu plus cher que les autres, et je pense que dans une économie actuelle de France Télévisions, le projet, en fait, c'était un peu disqualifié de lui-même. Mais comment on rattrape ça quand tu sens dans l'œil de l'interlocuteur que, oh la vache, c'est mort, quoi. C'est terrible, ce moment-là, parce que je ne connais pas de façon de le rattraper. Tu le sens rien qu'à la qualité du silence qui change. Et quand en plus tu le vois dans l'œil des interlocuteurs, c'est trop tard. Quand c'est en l'occurrence une équipe de France Télévisions, des gens qui souvent travaillent ensemble, ils se connaissent bien, je n'ai aucune idée de ce que vous avez dit, de ce qui a pu se passer, c'est probablement en effet une question de budget, mais je ne vois pas de moyen de rattraper ça, c'est-à-dire que là, le rideau de fer est tombé, la boutique est fermée. J'essaye d'avoir des solutions pour tout. Mais tu ne fais pas des miracles non plus. Même si je t'ai vu marcher sur de l'eau, j'étais très étonné ce jour-là. Je me suis dit, tiens, Claire, elle envoie. Je change l'eau en spritz aussi. C'est pas mal. Mais tout ce que je peux proposer, c'est de montrer qu'on est toujours ouvert au feedback, de dire, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec vous. Donc peut-être sur ce projet-là, peut-être sur un autre projet. Si vous voyez comment faire ce projet ensemble sur un format ou sur un autre, n'hésitez pas à revenir avec nous. Et si par malheur ça ne se faisait pas, on aimerait de toute façon pouvoir revenir vers vous plus tard avec d'autres propositions. Je ne vois pas de meilleure façon de sauver l'affaire. Et qu'est-ce que tu conseillerais en termes de posture aussi ? Parce que tu disais, je pense que le trouble autistique Asperger doit rentrer dans les neuroatypiques. Absolument. Moi, je suis un hyperactif, je ne sais pas rester en place. Donc, forcément, on a nos codes, on a des codes de fonctionnement. Et je pense que tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ont leur propre code.
J'ai dit visuellement, on doit ressembler à quoi pendant le pitch? C'est une excellente question. Première question, assis ou debout? Et ça déjà, ça change beaucoup de choses en fonction aussi de nos habitudes et de notre condition. Si on est mort de trouille, et c'est le cas de beaucoup d'auteurs, si on gère très mal le trac, la pression du rendez-vous, ma recommandation, curieusement, c'est de pitcher debout. Pitcher debout, ça donne accès à une respiration beaucoup plus facile que quand on est assis et qu'on a le diaphragme coupé en deux par la posture assise. Ça nécessite un petit peu d'entraînement, mais pitcher debout, on prévient d'abord, on dit bonjour, merci de m'accorder 5 minutes de votre temps, et pour vous présenter mon programme, je vais pitcher debout. Et ensuite, on se lève. Une fois qu'on est debout, le principe c'est on ne bouge jamais les deux bras en même temps, parce que ça pollue le discours. On peut avoir ses notes dans une main, le pitch, c'est pas toujours du par cœur. Et si on n'a pas de notes, on prend un stylo parce que ça donne une verticalité. Ça permet de rester debout sans marcher dans tous les sens, sans faire les 24 heures du pitch où tu bouges partout. Mais on ne bouge toujours qu'un bras à la fois pour appuyer sa rhétorique, pour faire un effet. Et on remet les bras le long du corps ensuite. Ça, c'est quand on est debout. On essaye d'être droit et on essaye toujours de regarder les interlocuteurs dans les yeux le plus fréquemment possible. On lâche son papier, ça n'est pas un exercice de lecture du papier. Et on va chercher les gens du regard, de l'intention et du sourire. Quand on est assis, il faut se tenir raisonnablement droit, mais on n'est pas au pensionnat non plus. Il faut une posture qui soit naturelle. Poser ses mains sur la table, pour éviter qu'elle se promène dans mes cheveux, dans mon nez, dans mon nœud de cravate et qu'on se retrouve en train de se tripoter pendant 5 minutes. Si tu savais les horreurs que j'ai vues en pitch, je te passe les détails, mais réellement, on perd le contrôle de son corps quand on pitch. Et j'ai vu des horreurs. Donc s'habituer à avoir les deux mains posées face à soi et être droit, mais pas trop droit, parce qu'on n'est pas à l'armée. Surtout pas être penché en avant, surtout pas être penché en arrière, et surtout ne pas faire bouger son siège, se méfier comme la peste des sièges à roulettes. Oui, tu peux reculer d'un mètre et te taper le mur, t'as l'étagère qui se décroche, qui tombe sur ta tête, et là c'est cuit, quoi. Oui, absolument. On parle beaucoup du début du pitch. Toi, je crois que tu préconises d'avoir une grande question, une question qui interroge et qui capte un petit peu l'attention. Elle peut parfois être piégeuse aussi, cette question, parce que des fois, tu peux répondre « ça vous dirait de rentrer dans tel univers ?» puis la personne en face se dit « ben non ». Alors, pour être tout à fait précise, je préconise une phrase d'accroche. La question est extrêmement piégeuse, la forme question est extrêmement piégeuse parce que souvent, les auteurs qui s'en emparent en font une question directe. Que pensez-vous de ? Saviez-vous que ? Et ils attendent qu'on leur réponde. Et ça, c'est du suicide en direct en ce qui me concerne. En plus, on est dans une industrie où le grand jeu, c'est de trouver la pire réponse possible pour te mettre le plus mal à l'aise possible. Donc réellement, je ne recommande pas d'ouvrir par une question directe. Une question rhétorique, en revanche, me semble possible. Une question rhétorique, c'est une question à laquelle tu apportes une réponse tout de suite après. Mais plus généralement, je recommande que la première phrase que tu dises, avant de dire bonjour, avant de dire ton nom, soit une phrase d'accroche. Une phrase qui promette à l'interlocuteur une émotion, qui va être l'émotion centrale, l'effet central porté par le projet. Quand on fait de l'audiovisuel, du cinéma, on est sur un média qui promet au spectateur une émotion ou une autre. On n'est pas en train de faire un cours au Collège de France, on n'est pas en train de défendre une thèse, ni même un article de long format dans un journal. Donc, l'émotion est intrinsèque au média sur lequel on pitch. La phrase d'accroche te promet cette émotion. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Ouais, c'est celle que tu nous as citée en exemple quand on s'est rencontrés. Et effectivement, elle dit tout. Elle te donne le genre et elle te donne l'effet. Tu remarqueras qu'elle ne parle pas de l'intrigue, elle ne parle pas des personnages, elle ne parle pas du lieu dans lequel se déroule l'histoire. Et ça vaut aussi pour le documentaire. J'entends d'ici tes auditeurs qui peuvent travailler dans le monde documentaire. Attends, je l'ai fait. Attends, je l'ai simulé tout de suite. Vas-y. Et le documentaire, Claire, et le documentaire, elle peut pas faire ça pour le documentaire.
Eh bien, Pire encore, oui, mais enfin bon, ça c'est pour le cinéma. Nous, on fait du documentaire, on fait des choses sérieuses, on traite des sujets. Oui, ben c'est pareil, parce que tu parles à quelqu'un. Et quand tu parles à quelqu'un, tu veux attirer son attention tout de suite. C'est le but de la phrase d'accroche. La phrase d'accroche, ça dit « Je suis peut-être le 8e pitch de la journée ». On ne prend pas toujours ça en compte quand on prépare son document. Mais je suis peut-être le 8e pitch de la journée, c'est pas grave, tu vas m'écouter. Et je te fais la promesse que si tu m'écoutes, je te servirai sur un plateau une émotion dominante. Et en documentaire, ça peut être l'émerveillement, ça peut être l'indignation, ça peut être une grande... On n'est pas obligé de rire ou de pleurer, bien sûr. Il y a un grand éventail d'émotions. Mais si on fait de la télé, on est, je pense, dans un contexte où on dit... On parlera de mon programme le lendemain à la machine à café, parce qu'en plus d'être intéressant, bien fait, structuré, extrêmement bien produit et tout ce qu'on veut, il aura procuré des émotions aux spectateurs. et c'est intéressant parce que en plus, tes conseils ne s'appliquent pas forcément qu'aux scénaristes, puisque tu accompagnes aussi et les producteurs, et les distributeurs, les diffuseurs, en tout cas à prendre cette parole, parce que on oublie aussi qu'un diffuseur, je sais pas, comme TF1, France Télévisions, M6 ou autres, pendant des grands marchés, peuvent être amenés, en tout cas, peuvent être amenés à prendre la parole face à un panel là de représentants audiovisuels du monde entier. Donc en fait, toutes les branches de notre métier sont sujettes à ça. Et je pense aussi beaucoup, parce on a une partie de notre audience qui est composée de techniciens et de techniciennes et de gens dans les métiers annexes. Eux aussi, ils sont complètement concernés par cette façon de se pitcher. Enfin, de pitcher et de se pitcher. Tout à fait. Quel que soit ton métier, il y a des projets où tu te dis « celui-là, il est pour moi ». Je veux vraiment y participer. Ou c'est le bon interlocuteur pour propulser mon projet vers l'étape d'après. Si on ne prépare pas ce rendez-vous-là, on ouvre la porte à des choses trappes, on ouvre la porte à dire des choses où on va s'en vouloir pendant des semaines ensuite. Comment j'ai pu dire ça ? L'idée, on peut être ingénieur du son de haute montagne, on peut être chef décorateur, c'est de préparer ce rendez-vous en se disant il faut que je développe 3 points, il faut que je dise 3 idées intéressantes, pourquoi ce projet me correspond, qu'est-ce que j'ai fait avant et donc pourquoi je peux être compétent, pourquoi il m'intéresse moi en tant qu'être humain et pas seulement en tant que professionnel du métier, et pourquoi j'ai envie de travailler avec vous, et pas seulement financeur du projet en question. On prépare 3 idées, quoi qu'il arrive, et ça évite en général d'avoir la grande semaine du blanc quand on te pose la question de pourquoi je travaillerais avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. On la pose encore, cette question. Et j'ai un point que je voulais aborder avec toi parce que tu disais très bien en début de podcast, c'est qu'on a tendance des fois à vouloir en tout dire. Est-ce qu'il faut dévoiler la fin d'une histoire quand on la pitch ? Très, 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 très bonne question. Pour moi, on pitch à des professionnels. On pitch à des gens qui lisent entre 300 et 5000 dossiers par an. Diffuseur, ça peut monter dans les milliers assez facilement. Donc on pitch à des gens qui savent comment finit une histoire quand on leur donne les éléments constitutifs de la structure et de l'arche des personnages. Je dirais que la plupart du temps, en fiction, que ça soit de la fiction télé ou du cinéma, c'est pareil, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la fin. La fin se déduit logiquement des éléments qu'on donne. En revanche, il y a un genre dans lequel je pense qu'on est obligé de donner la fin. C'est le film qui se termine par un twist, où on t'enlève le tapis de sous les pieds. C'est Les Autres de Amenabar, c'est... Sixième Sens, Seven... Absolument, Usual Suspects, tout ça. Ces films avec une grande révélation où toute la réalité à laquelle tu as cru pendant 1h30 se dérobe et en réalité tu assistais à complètement autre chose. Pour ça, je pense qu'il n'y a pas le choix, il faut le dire parce que c'est l'essence même du film et que si on n'a pas cette information dans le pitch, on passe à côté de ce qui fait la force du film. Va essayer de raconter le sixième sens sans dire « et en fait le mec il est mort ». Ça n'a plus aucun intérêt. J'ai aussi une question, alors c'est une question à double sens, tu vas la comprendre. Est-ce qu'un bon projet peut être détruit par un mauvais pitch ? Et au contraire, est-ce qu'un mauvais projet peut se vendre grâce à un très bon pitch ? De ton expérience, j'ai envie de dire, de ce que tu as vu concrètement et des projets que tu as accompagnés. Je dirais qu'en réalité, c'est 2 questions différentes. On va commencer par, est-ce qu'un bon projet
peut être torpillé par un mauvais pitch? Je dirais oui, mais pas longtemps. Oui, mais pas longtemps, parce qu'un bon projet, même si le pitch est atroce, si on le pitch aux bonnes personnes qui sont au bon endroit pour faire avancer le projet, celles qui connaissent les bons interlocuteurs, celles qui savent comment ça marche, normalement, leur radar devrait leur envoyer un petit bip qui leur dit « Attends, mais il y a des éléments ici. Si ça se trouve, c'est pas si raté que ça, donc envoie-moi ton dossier. » Je pense qu'on peut planter un pitch si le projet est vraiment bon à partir du moment où on parle aux bonnes personnes. Le bémol de ça, c'est arriver à parler à suffisamment de bonnes personnes pour qu'il y en ait une dans le tas qui s'aperçoive que ton projet est génial. Et ça, c'est de plus en plus difficile, je trouve. L'autre versant de la question, est-ce qu'un mauvais projet peut être sauvé par un excellent pitch ? Et ça veut dire, est-ce que j'ai une chance pour mon prochain film, en fait? Tu vois, c'est ça le truc. Non, je pense pas du tout que ça soit ça la traduction de ta question. Mais honnêtement, je ne pense pas, parce qu'un excellent pitch, ça voudrait dire que le pitch, c'est du baratin, c'est du bullshit. Ça voudrait dire que le pitch, c'est la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf et qui ment sur le projet. Or, un bon pitch, un très bon pitch, c'est un pitch qui dit la justesse du projet, qui retourne à l'âme du projet, qui transmet la petite étincelle pour laquelle toi t'es tombé amoureux de ce sujet au départ. Si un mauvais projet est sauvé par un pitch de méga bullshit, il sera vendu à des bullshitters. Et là, good luck, mais c'est plus mon problème. Un mauvais projet, plutôt que d'essayer de le sauver par un pitch avec des tambours et des trompettes, on peut le sauver par l'honnêteté, par la sincérité, par montrer qui on est comme auteur. Parce que soit il peut toucher quand même des interlocuteurs qui vont se dire « il y a des éléments là-dedans qui m'intéressent, on va retravailler ensemble » ou « c'est pas pour moi, mais je peux te dire avec qui on peut retravailler ». Soit on peut avoir aussi le feedback suivant qui serait « bon, ce projet-là, pas pour moi, mais j'aime bien qui tu es comme auteur ». Et je pense qu'on pourrait faire des trucs ensemble. Peut-être que je suis en train de monter une room d'auteurs dans laquelle tu pourrais avoir ta place, ou peut-être que simplement j'ai envie de garder un œil sur toi et on se revoit dans quelques temps quand tu auras autre chose à me proposer. Quand on pitch toujours deux choses, son projet et son talent. Jamais oublier de pitcher son talent, de mettre en avant la façon dont on raconte l'histoire et pas seulement l'histoire telle qu'on la raconte. Amis du documentaire, si jamais vous m'écoutez, vous ne pitchez pas que votre sujet, vous pitchez votre point de vue, votre façon de raconter l'histoire. C'est plus clair en fiction, même si cette histoire-là a déjà été racontée 1 million de fois, c'est la façon dont toi, auteur, tu l'approches, tu l'abordes, la façon dont tu sculptes tes personnages et tu les mets dans le piège de l'intrigue qui fait qu'on aura l'impression que c'est la première fois qu'on la raconte. Star Wars et Harry Potter, c'est la même histoire et pourtant, on sait parfaitement à quel point le changement de point de vue, le changement de ton, le changement de talent des auteurs fait que, honnêtement, à part les scénaristes, les vieux routiers du scénar, on ne fait pas le rapprochement. Donc pitcher son talent, pitcher son point de vue, pitcher ce qui fait notre individualité en tant que créateur, c'est tout aussi important que pitcher le projet lui-même. Parce que quand tu as fini ton pitch, on peut te dire « alors ce projet-là, non, pas pour moi du tout, mais enfin, si vous voulez, on peut travailler ensemble ». Et ça, monsieur EDF qui vient avec ses factures tous les mois chez toi, il est très content que tu puisses le payer avec ton travail d'auteur dans une room d'un projet que tu n'avais pas prévu. Manger avec son métier, c'est mieux que manger en servant des cafés autrement. Donc, pitchez votre talent, c'est jamais perdu. Il y a une évolution dans nos métiers que je vois, c'est la taille des dossiers de présentation. Je me rappelle, quand j'ai démarré comme jeune scénariste il y a 20 ans, une bip pouvait faire jusqu'à 50, 60 pages. Il y a encore 2-3 ans, j'en faisais de 15 pages. Et aujourd'hui, je fais même du one page, tu vois, donc tu es sur des pitch decks, mais très très courts. Et on a quand même l'impression que nos interlocuteurs, parfois, n'ont pas lu les dossiers. Et quels sont pour toi comment on sait si la personne en face a lu ce que tu as envoyé ? Est-ce qu'il y a des codes, tu vois, visuels, tu sais, genre le sourcil, il fronce, il regarde ses pieds, et là tu fais « Ah la vache, il l'a pas lu ». Donc là, parce que ça nécessite un repositionnement du pitcher. Je vais prendre la question autrement, si tu me permets. Vas-y. Je vais dire carrément, toujours pitcher comme si les interlocuteurs n'avaient rien lu.
parce que vous ne savez pas comment ça se passe en face. J'ai travaillé dans des chaînes de télé, avant d'accéder à des postes plus intéressants ou plus décisionnaires, j'ai fait des centaines de fiches de lecture, peut-être des milliers de fiches de lecture pour mes supérieurs hiérarchiques qui n'avaient pas le temps de lire des dossiers, mais qui recevaient l'auteur le lendemain ou l'après-midi même, ou qui devaient siéger en commission au CNC, et qui avaient 30 projets à lire par commission, et qui en avaient lu 5, les 5 des auteurs qu'elle connaissait déjà. Bon, tous les autres, c'était pour ma pomme. On part toujours du principe que l'interlocuteur n'a rien lu, et on ne se laisse pas bananer par « mais si je l'ai lu, c'est bon, ça je sais ». Jamais. On fait toujours comme si l'interlocuteur ne savait rien du projet. Parce qu'une des vertus énormes du pitch, c'est de mettre tout le monde à la même page. L'interlocuteur, il n'est pas dans ta tête. Même si tu penses que tu as super bien expliqué le projet que tu vois, peut-être que tu mets des choses derrière des mots que ton interlocuteur ne voit pas. Peut-être que lui met des choses différentes derrière ces mots-là. Et donc, on profite du pitch pour s'assurer qu'une idée est toujours bien transmise comme on voudrait. On sait qu'il y aura des questions après le pitch, on va aussi en profiter pour éclaircir là-dessus. Quoi qu'il arrive, on ne fait pas comme s'ils avaient lu les documents. Est-ce que tu vois, toi, un point commun entre les meilleurs pitchers que tu as rencontrés ? Est-ce qu'il y a des profils types ? Et je vais même mettre la question qui fâche, je vais même dire, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes, les femmes, entre les classes sociales, entre notre éducation ? Est-ce que toi, tu sens qu'il y a des points forts, qu'il y a des points faibles ? Voilà. C'est très amusant. J'adore cette question parce que j'aime bien la réponse, en fait, si tu me permets de le dire comme ça. Oh là là, mais je te permets, bien évidemment, tu es chez toi. Merci, David. Des points communs entre les pitchers. Le point commun, c'est ce que j'appelle l'étincelle. Être habité par la certitude que mon projet vaut le coup. On se fait souvent avoir par des discours à 2 balles du style « il faut avoir confiance en soi, il faut avoir de l'assurance ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et par ailleurs, on n'est pas à un cours d'éloquence, on est à un travail sur « je pitch pour convaincre quelqu'un ». Moi, perso, en tant qu'autrice, tu sais ce que je fais quand je vais pitcher un projet de fiction ? J'imagine que mes personnages, qui sont donc fictionnels, qui n'existent pas, sont assis sur mon canapé, en train de dévaliser mon placard à petits gâteaux, et que quand je vais rentrer chez moi après avoir pitché, ils vont me dire « alors tu nous as bien défendus ?» Et ça me motive. Cette motivation-là me permet de dégager pendant le pitch, quelle que soit la circonstance et le degré de responsabilité et d'impressionnabilité de la personne qui est en face de moi, dégager une étincelle. Cette conviction que mon projet, il est bon et que si tu ne le trouves pas bon, alors tu n'es pas la bonne personne. Et ça, je l'ai vu prendre corps chez des hommes et des femmes aussi timides, taiseux, pas à l'aise avec la parole, pas à l'aise avec la posture debout imposée dans certains festivals, pas heureux de pitcher leur projet à un certain stade d'avancement parce qu'il n'était pas assez avancé. Il y a 1000 raisons pour lesquelles on peut être malheureux en pitch. À partir du moment où on se reconnecte avec cette volonté de montrer les qualités du projet et notre enthousiasme pour le projet, on gagne à chaque fois. Et ça, c'est une qualité qui peut être partagée par les hommes, les femmes et les durians. C'est jamais un problème. Et c'est pas plus facile pour des gens qui ont 15 ans de bouteille que pour des novices. C'est curieux. C'est un état d'esprit. Pour moi. Ouais, parce que peut-être aussi sur les gens qui sont aguerris, qui ont 15 ou 20 ans de métier, peut-être aussi que tu chopes des tics et tu dis ces tics-là, ils ont marché il y a 15 ou 20 ans et ils vont continuer à marcher, et puis en fait, non, parce que est-ce que le pitch évolue en fait ? Est-ce que l'art de pitcher évolue depuis les dernières années ? Le pitch évolue un peu, et il y a aussi la question des mauvaises habitudes que tu soulèves et qui est un feedback qu'on me renvoie tout le temps. Quand je vais former dans des sociétés de production ou dans des chaînes de télévision, c'est le feedback que j'ai systématiquement, c'est pourtant on pitch tout le temps, on pitch aux producteurs, on pitch aux diffuseurs, on pitch en marché, et du coup on a acquis des mauvaises habitudes. Et mon regard, l'apport pédagogique que je peux avoir fait que soudain, on se rend compte de ce qu'on fait et de ce qu'on fait à chaque fois et de ce qui en fait peut avoir des effets délétères sur la suite
de la vie du projet. Par ailleurs, est-ce que la façon de pitcher a changé ? Je trouve qu'on fait des progrès. On a fait énormément de progrès en France. Quand j'ai commencé, il y a donc 28 ans. Ce chiffre sera censuré, bien évidemment, pour que tu n'aies pas de soucis après. Quand j'ai commencé, c'était déjà le pitch, c'est un truc pour Américains. Nous, on est en France, madame, alors t'es bien gentille, tu plies tes gaules et tu vas former les Américains, qui n'ont évidemment absolument pas besoin de moi. Cela va sans dire. On a changé d'attitude, déjà dans un premier temps, par rapport au pitch, parce qu'on s'est aperçu que ça sert à rien de donner un rendez-vous d'1 heure à quelqu'un quand on sait qu'au bout de 5 minutes que le projet n'est pas pour nous. Donc le pitch est un gain de temps énorme. Il a fallu un certain temps à l'industrie pour s'en rendre compte. Ensuite, on a arrêté, dans la plupart des cas, de demander aux auteurs de faire des pitchs d'1 quart d'heure ou 20 minutes. Je crois que le message est passé auprès des auteurs qu'un temps restreint fonctionnait mieux dans une séance de travail. Et puis, je crois qu'à force, de séance de pitch en séance de pitch, producteurs, diffuseurs, agents, distributeurs ont appris à écouter un pitch, ont appris à trouver dans un pitch, qu'il soit bien fichu ou moins bien fichu, trouver les éléments dont ils ont besoin pour avancer, pour poser des questions et pour prendre une décision derrière. Ça n'était pas le cas il y a encore une quinzaine d'années. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Une autre chose qui a évolué, je trouve, c'est ce qui se passe après le pitch. Quand j'ai commencé, on terminait par « Et maintenant, j'aurai grand plaisir à répondre à vos questions ». Et là, c'était le silence radio. Personne ne posait de questions dans des festivals où un certain nombre de producteurs et de diffuseurs étaient dans l'auditoire, parce que personne ne voulait dire « ça peut m'intéresser ». Et donc montrer un intérêt qui pourrait éveiller la concurrence à « tiens, en fait, il n'est pas si mal ce projet, tiens, pourquoi lui ou elle s'intéresse à ce projet-là ». Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, dans les séances de pitch en général, je trouve qu'il y a des questions et des questions bienveillantes. Et ça a énormément changé dans la dernière décennie. Quand j'ai commencé, c'était une foire d'empoigne, les questions. C'était à qui pouvait te balancer la plus grosse méchanceté, le plus gros piège, montrer à quel point ils étaient intelligents et tu n'étais pas intelligent. Heureusement, je pense que pour la très grande majorité des cas, nous sommes sortis de là et qu'on utilise à bon escient aujourd'hui la séance de questions et réponses pour avancer, pour gagner du temps, pour y voir plus clair dans les propositions artistiques, dans les propositions financières aussi. Quand le producteur accompagne l'auteur, c'est pour y voir plus clair dans la ligne éditoriale de la société de production et savoir comment travaille la boîte de prod, y compris financièrement. Je trouve qu'enfin, on se sert mieux de la séance de pitch. Et je pense aussi que ça vient parce que aujourd'hui il y a quand même beaucoup de prévention sur les comportements à risque. Je pense que MeTooMedia est venu aussi, tu vois, on va dire fluidifier et ouvrir les chakras à des gens qui étaient très fermés. C'est vrai qu'aujourd'hui on prend plus finalement je pense qu'on prend plus soin de la personne qui vient pitcher. Effectivement, moi j'ai connu des sessions de pitch pareil il y a 20 ans où c'était hardcore, quoi, tu vois. Et t'arrives et tu dis waouh, ça part de partout, ça fuse. Je dis presque, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Je viens juste essayer de vous proposer un projet, quoi. Et c'est vrai que je vois maintenant la différence avec, je pense depuis 5-6 ans où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose a énormément changé par rapport à ça. Tu parlais des Américains, c'est intéressant, est-ce qu'on pitch différemment selon les pays d'où on vient ? Ah, complètement. Complètement. Le pitch à l'américaine n'a rien à voir avec la façon dont il est pratiqué en Europe de façon générale. Pitcher à l'américaine, c'est arriver avec entre 6 et 10 projets dans la poche déjà. Pour chacun des projets, je prépare un pitch de 3 lignes et un pitch de 10 lignes, ainsi qu'un pitch d'1 page et demie. Je balance mes 3 lignes, mon interlocuteur me dit « ça m'intéresse » ou « non, ça c'est pas pour moi, suivant ». Et parfois, c'est le pitch numéro 9 qui fait mouche. Donc, je vais au bout de mon réservoir de 3 lignes. Et s'il me dit ça m'intéresse, là, je peux basculer sur un pitch d'une dizaine de lignes où je donne plus de matière dramaturgique en particulier. Les enjeux, les obstacles et l'objectif du protagoniste, un peu de texture, du ton, c'est extrêmement important. En un quart d'heure, j'ai pitché 10 projets. Donc, les rendez-vous sont courts. Eux, ils n'ont pas 1 heure à passer avec un auteur. Bien.
Selon les pays d'où l'on vient, ça change. La forme change beaucoup. Les anglo-saxons, les pays scandinaves ont beaucoup plus l'habitude de l'oral, les Belges également. Chapeau aux auditeurs belges du podcast, parce que le fait d'être entraîné à l'oral à travers l'éducation secondaire, si je ne dis pas de bêtises, dans l'école belge, on a un oral tous les ans à partir de la classe de 4e jusqu'à la classe de terminale. Ça confère une aisance énorme aux auteurs belges que j'ai pu avoir la chance de former. La technique de l'oral qui consiste au moins à dire les choses simplement, et à ne pas penser que dans l'auditoire, il y a Luigi avec son étui à contrebasse qui un jour va vous loger une balle si vous dites une bêtise. Ça fonctionne très bien. Donc oui, les pays de langue anglaise, les pays nordiques ont plus d'aisance aussi parce que la valeur de l'oral est différente dans des cultures différentes. Dans les pays de langue anglaise, l'écrit est moins important que l'oral. Ça n'existe pas tant que ça n'a pas été dit à l'oral. Il suffit de regarder le parcours de l'élection du président des États-Unis, c'est discours après discours après discours. Nous, tu peux raconter ce que tu veux, mais si c'est pas dans le dossier, ça n'existe pas. La culture française est très très basée sur l'écrit, au point où on en est à se demander s'il faut répéter des choses qu'on a dit dans le dossier, ou bien si c'est grave, et ça c'est une question que j'ai tout le temps, est-ce que c'est grave que mon pitch amène des éléments un peu différents de ce que j'ai pu écrire dans le dossier? J'ai changé d'avis entre-temps, j'ai trouvé une meilleure solution entre-temps. Il faut pitcher la meilleure solution possible, quel que soit le contenu du dossier par ailleurs. On aura toujours des rendez-vous pour clarifier. Les Italiens, les Espagnols y vont avec naturel et souvent avec aisance, mais il ne faut pas croire, il ne faut pas s'arrêter aux stéréotypes de région. Il y a toujours des Italiens et des Espagnols qui n'aiment pas l'oral, qui sont absolument terrifiés par les circonstances, qui se prennent les pieds dans le tapis. Ça arrive absolument à tout le monde. Le trac est une chose parfaitement universellement partagée. Mais le sens de je prends possession de mon espace, je trouve naturel de vous dire des choses intéressantes. Ça, c'est plus quelque chose que je rencontre en Europe du Nord qu'ailleurs. C'est intéressant pour nos auditeurs et nos auditrices, si vous voulez savoir effectivement comment se passe le principe du pitch aux États-Unis. Je vous invite à vous référer à l'épisode que l'on a fait avec Cook dans le Tran, qui explique à HBO comment ça se passe, et effectivement ce principe de tu te pointes avec 3 phrases, si c'est bon, tu reviens, il te laisse une demi-heure, tu reviens avec tes 10 minutes, et si ça passe après, il faut que tu tiennes 1h30, quoi. Donc c'est très 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 étonnant comme méthode. Il y a quelque chose que je voulais aborder avec toi. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu sur un projet que j'ai fait avec France 5, qui s'appelait Cuisine Sauvage, qui était une série de 5 Prime sur France 5, et pour montrer aussi qu'il n'y a jamais de mauvais endroits et de mauvais moments pour pitcher. C'était un programme qui a une dizaine d'années, et pour la petite histoire, je me pointe chez France Télévisions, j'ai rendez-vous avec une conseillère de programme, je pitch le premier projet, elle me dit pas du tout, mais alors vraiment genre tu vois, en 30 secondes c'était plié. Je dis le deuxième projet que je voulais lui présenter, elle me dit ouais, c'est pas pour moi, et là je n'ai pas de troisième projet. Et parce qu'il y avait un projet que j'avais envoyé très longtemps avant, qu'elle avait décliné, et je me dis vas-y, je reparle du truc. Donc je lui dis voilà, Cuisine Sauvage, c'est une émission de France 5, c'est la future émission de France 5, c'est la rencontre entre Man vs Wild, donc une émission de survie, et Top Chef, mais à la sauce France 5. Le pitch, je le fais rapidement, c'était un expert de la survie qui emmenait un cuisinier 3 étoiles dans la nature, et ils avaient 3 jours, enfin le cuisinier avait 3 jours pour apprendre toutes les techniques pour chasser, pêcher, apprendre la cueillette et faire un repas digne de sa réputation au bout des 3 jours. Et là, la conseillère me regarde en disant ça je veux. Et donc, il y a toute cette anecdote pour dire, est-ce que cette confrontation ou cette citer des œuvres similaires ou la rencontre d'œuvres similaires, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est pertinent, ou est-ce que ça date de mon ancien passé où ça fonctionnait très très bien? Je vais être honnête, c'est du cas par cas, dans la mesure où pour moi c'est une technique typiquement américaine, la rencontre des 2 références. Certains interlocuteurs, en diffusion en particulier, le prennent très mal. Considèrent que c'est américain, considèrent que ça ne les aide pas à voir le projet, considèrent que c'est du flan et que c'est une manière de gonfler le projet. Et d'autres adorent, réagissent très vite et peuvent dire tout de suite, comme ça t'est arrivé, oui, non, ça m'intéresse, ou dis-moi en plus sur ce projet. Je n'ai pas de
J'ai pas de règle absolue là-dessus, il faut sentir son interlocuteur. Moi, je le pratique pas en France en général, parce que avec mon passé criminel chargé aux États-Unis, on me renvoie tellement souvent le feedback de non mais ça c'est pour les Américains, que j'essaye d'éviter de le jouer à l'américaine. Mais honnêtement, le jour où ça fonctionne, le jour où ça me permet d'expliquer clairement un principe, un projet, pourquoi s'en priver ? J'ai une question, parce que ça nous est tous arrivé. Comment on se rattrape quand on a dit une grosse connerie ? Mais vraiment, genre, il y a un truc qui est sorti, tu fais, mais pourquoi j'ai dit ça ? Super question, on se rattrape tout de suite. Tout de suite, à l'oral, en live, on n'hésite pas. Non, pardon. Non, ce que je voulais dire en fait, excusez-moi, je vous ai dit une grosse bêtise. Ce que je voulais dire en fait, tu le fais comme ça. Tu te rattrapes en live, tu n'hésites pas, tu ne laisses pas la grosse bêtise planer sur le rendez-vous parce que tu sais qu'ils vont en rire dans le couloir. Alors que si tu rétropédales tout de suite, dès que tu t'en aperçois, en réalité, ils vont l'oublier tout de suite, immédiatement. Tu repasses une couche par-dessus et tu te sauves comme ça. Comment on gère les bruits qu'on produit pendant qu'on pitch ? Bruit de ventre, le petit prout qui part et qu'on n'avait pas prévu, parce qu'il y a du stress. Peut-être nous avons dans nos auditeurs et nos auditrices des gens, sujets aux flatulences, et voilà. Mais des fois, moi je pense surtout à mes gargouillis de ventre. C'est-à-dire qu'en général, les rendez-vous enchaînent à 12h15 ou 12h30. T'as le ventre qui grouille, t'es là, tu te dis, est-ce que quelqu'un a entendu ? Puis d'un coup, t'entends un autre gargouillis, tu dis, est-ce que c'est le directeur des magazines qui vient de faire ça ? Alors, d'une, ça s'entend, quoi qu'il arrive. Deux, je pense qu'il faut avoir la petite formule qui te permette d'accuser le coup, de dire oui, ça s'est produit. Ou d'accuser quelqu'un. Ou tu accuses quelqu'un, tu regardes comme ça, tu regardes le directeur des productions, tu fais, c'est pas ouf, quoi. Alors, je ne recommande pas cette stratégie, mais quand ça t'arrive à toi, je me rattrape par une formule du style « Vous entendez mon estomac, c'est la mesure de l'intérêt que je porte à ce projet ou de mon engagement dans le projet. » Une bêtise du genre, ça les fait rire et là encore, ils oublient. L'idée, c'est de désamorcer le plus vite possible. J'avoue que le côté flatulence, j'ai jamais eu le cas parce que je crois qu'honnêtement, on est tellement crispé qu'il n'y a plus rien qui sort. Ouais, c'est pas loin d'être la vérité. Mais on peut aussi tousser, éternuer. On a le droit d'avoir la crève, hein, c'est humain. Là, on s'excuse et on continue. On s'excuse une fois. Si on tousse 4 fois, on s'est excusé la première fois, on va pas le refaire à chaque fois. Mais on enchaîne. Et quand c'est un bruit qu'on a entendu, très probablement tout le monde l'a entendu. Donc, il vaut mieux marquer le coup et dire si vous avez entendu ça, alors ça vous témoigne de à quel point tout mon être est voué à ce projet. J'exagère. Mais voilà, on marque le coup et on continue plutôt que de faire comme si ça ne s'était pas produit. Ça permet en réalité de faire oublier. C'est un truc très, très marquant à l'oral, je trouve, la capacité que peut avoir un pitcher à faire oublier un petit imprévu, voire une petite catastrophe, ou à prendre le contrôle d'une situation qui serait sur le point de lui échapper. Quelque chose comme, tu es en train de pitcher, la fenêtre est ouverte parce qu'il fait beau, on est au printemps, et débute le chant du marteau-piqueur, 3 étages plus bas. Tu regardes paniquer tes interlocuteurs en se demandant s'ils vont aller fermer la fenêtre, mais tes interlocuteurs, par respect pour toi, ne bougent pas et continuent à t'écouter. C'est à toi d'agir. Tu prends le pouvoir sur la situation et tu le dis d'abord et tu le fais ensuite. Ça, c'est la règle absolue. Tu dis d'abord « je vais aller fermer la fenêtre pour que vous m'entendiez mieux ». Et ensuite seulement, tu vas fermer la fenêtre, ce qui laisse 3 secondes aux gens en face pour te dire « non, elle est coincée la fenêtre, on vient de la repeindre ». Ce sont des choses qui arrivent. Mais tu pitches debout, tu laisses tomber ton stylo. Avant de te rouler par terre sur la moquette, tu dis « je vais ramasser mon stylo ». Et le simple fait de le dire avant et de le faire ensuite, ou bien de dire après une petite phrase qui efface, a ce pouvoir magique de faire en sorte que, immédiatement, tout le monde va l'oublier. C'est comme le coup du stylo lumineux dans Men in Black. Hop, plus personne n'y pense. C'est intéressant ce que tu disais, et je reviens sous la forme de la boutade que j'ai utilisée tout à l'heure avec le prout, appelons-le concrètement. C'est surtout derrière, est-ce que l'humour est finalement un atout pendant le pitch ?
Ah, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule parce que l'humour est obligatoire si tu pitches une comédie. L'humour est très sympathique si tu pitches un magazine. Mais si tu pitches les survivants de la Shoah, je déconseille. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Autant dans les questions et réponses, montrer que tu es d'un naturel vivant et jovial, oui, à fond. Dans le pitch, le ton du pitch, c'est le ton du projet pour moi. C'est aussi simple que ça. On colle à son projet. Comment on peut gérer une salle hostile ? Est-ce que toi, déjà, tu as été confronté à ça, ou une des personnes que tu as accompagnées, où tu te retrouves avec effectivement 200, 300 personnes qui vraiment tirent des gueules d'enterrement et tu dis waouh, ou alors qui sont vraiment contre toi, parce qu'aujourd'hui, il y a de la gestion de crise aujourd'hui maintenant, même dans l'art en tout cas dans ces arts oraux dont tu fais partie, la gestion de crise arrive aussi. Est-ce que toi, tu as des conseils par rapport à ça ? Pour un pitch, donc pitcher à une salle de partenaires potentiels et pas à un public. Je fais un peu la différence. On pitch rarement à un public de novices. On pitch à des gens dont on espère qu'ils vont s'emparer de ton projet. Si on sent réellement que ça ne prend pas, et je te raconterai après un cas de figure que j'ai vécu personnellement, si on sent que ça ne prend pas, la première règle, c'est le spectacle continue. On continue à faire son pitch et on continue à donner de l'enthousiasme, de la vivacité, comme s'il ne se passait rien, jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, tu ne sais jamais ce qu'ils pensent. Je suis frappée dans tous les festivals dans lesquels j'emmène des auteurs, je suis frappée de voir à quel point tu peux avoir l'impression de pitcher à une salle morte, voire quasi hostile. Et dès que tu sors de scène, il y a 3 personnes qui te foncent dessus en te disant « c'était vachement bien, on peut se parler là ». Et c'est très déstabilisant pour les auteurs qui pitchent encore plus souvent qu'une salle hostile, qui pitchent à une salle qui regarde son téléphone. Ça, c'est extrêmement courant maintenant. Donc, tu as l'impression de parler au retour des zombies, quoi. C'est très, très fatigant. Tu fais comme si ça n'était pas le cas. C'est la première règle pour moi. Tu continues à pitcher comme si ils étaient tous en train de te renvoyer des petites étincelles de « c'est bien, ça m'intéresse, tu m'intéresses, c'est vachement bien ce que tu dis, je suis complètement captivée ». Première chose. Deuxième conseil, ne jamais prendre son auditoire à partie. Jamais, jamais, jamais. Jamais en pitch. Ne jamais dire « ah bah vous avez pas l'air réveillé ce matin ». Ouais. Surtout pas. Par respect pour ceux qui t'écoutent quand même. Jamais, quand on pitch en festival, il peut arriver que soudain, il y ait 35 personnes qui se lèvent et qui s'en vont en plein milieu de ton pitch au même moment. Ça n'est pas parce que ton pitch est mauvais, c'est parce qu'il y a une projection qui commence dans la salle à côté et qu'ils ont envie de voir le début. On ne les prend jamais à partie. On ne dit jamais, ne serait-ce que « allez, au revoir maintenant ». Jamais. Par respect pour ceux qui restent, par respect pour ceux qui écoutent. On continue comme s'il ne se passait rien. L'image que je donne aux participants à mes formations, c'est tant que les pompiers ne viennent pas te chercher pour te dire « Monsieur, l'immeuble est en flammes, il faut sortir maintenant », tu restes et tu pitches. Et tu y vas avec le même enthousiasme, la même intensité que si la salle était sur le point de te faire une standing ovation, quoi qu'il arrive. C'est intéressant aussi parce que ce qu'on a abordé depuis le début consiste à dire qu'il y a une seule personne qui pitch, mais nous, quand on s'est rencontrés, Claire, Maxence était dans la boucle sur ce projet-là, donc du coup, on se retrouve à pitcher à 2. Maxence et moi, on est très différents dans la vie, on est très différents dans notre façon d'aborder notre travail, c'est pour ça d'ailleurs qu'on bosse bien ensemble, mais ça nécessite là, j'imagine, un gros réajustement de l'équilibre et de l'art du pitch. En effet. Et ça dépend des rôles respectifs du duo. Quand on est 2 auteurs, c'est, à mon sens, assez simple. C'est-à-dire que la présentation du projet lui-même, on va se la partager à parts égales en tout petits fragments. Je dis 3 phrases, tu dis 3 phrases, je dis 3 phrases, tu dis 3 phrases. Et pas à chaque fois, et maintenant je passe la parole à Maxence. Je pense que non, ça n'est pas nécessaire. Au contraire, on présente une mécanique bien huilée pour raconter le projet, et quand arrive le moment de la note d'intention, chacun parle en son nom propre, bien sûr. Ça, c'est le duo auteur-auteur. Quand on est dans le cadre d'un duo auteur-producteur, qui peut se produire souvent dans des festivals ou des marchés, il est important que la présentation du projet soit de la même façon partagée
à part égale entre l'auteur et le producteur. Souvent, le producteur veut se mettre en retrait et laisser à l'auteur la possibilité de pitcher tout seul. Ça n'est pas la meilleure option. Pitcher à deux, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus distrayant et attrayant. Et donc, on partage la présentation. 3 lignes pour toi, 3 lignes pour moi, 3 lignes pour toi, 3 lignes pour moi. Et quand arrive la note d'intention, l'auteur parle d'abord, il parle en tant qu'auteur. Pourquoi moi, en tant qu'auteur, je veux défendre ce projet ? Et le producteur ou la productrice, par la suite, dit « Chez Machin Chouette Production, voici quelle est notre ligne éditoriale, quel genre de projet on produit, et nous avons souhaité soutenir ce projet parce que on a absolument besoin d'écouter cette dynamique, parce qu'en général, quand on écoute un pitch porté par un producteur, c'est qu'on est diffuseur ou distributeur et qu'on veut avoir une vision plus claire de « Ouais, alors t'es bien gentille, productrice qui accompagne le projet, mais tu mets combien en fait sur ce projet et tu vas chercher quel type d'aide ?» Donc il faut être raisonnablement précis sur ce genre de choses. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, je te parlais de la gestion dans le cas d'une salle hostile. Tu m'as dit que tu avais un exemple personnel. J'ai un exemple personnel, non pas d'une salle hostile, mais d'une salle complètement larguée. J'arrive en Italie, non pour pitcher un projet, mais pour proposer une formation au pitch dans le cadre d'un grand salon des nouvelles technologies et de l'audiovisuel à Milan, dans la ville de Milan. On me propose une salle de 400 personnes et on m'affirme que j'aurai une traduction simultanée, une estrade, donc qui me met un peu en hauteur par rapport à la salle qui est en gradin, ce que je ne savais pas, et un vidéoprojecteur pour projeter mes slides. J'arrive. Laisse-moi deviner, j'ai l'impression que ces points n'ont pas été respectés. Tu devines juste, jeune padawan. Rien du tout. Voilà, j'ai eu exactement rien du tout. Donc, le vidéoproj, j'aurais pas mes slides, c'est pas grave, c'est pas mon premier rodéo, je peux pitcher sans slide. L'estrade, là encore, c'est pas grave, je peux pitcher sans slide. La traduction simultanée, c'est un peu plus embêtant. Je baragouine l'italien, je parle assez italien pour commander au resto. Je ne parle pas assez italien pour faire 4 heures de cours sur le pitch. Bon, d'une. De deux, c'était les tout débuts du téléphone portable. Te dire à quel point je suis vieille. C'était les tout débuts du téléphone portable et celles et ceux qui étaient en Italie au moment de l'arrivée du téléphone portable se souviennent de la folie furieuse que ça a été. Les Italiens se sont emparés du téléphone portable comme si c'était l'arme qui allait sauver le monde. Il telefonino, le nom pour téléphone portable, le petit téléphone, c'est mignon, c'est adorable. Mais je vois que tu maîtrises complètement, tu es entièrement bilingue, à ce que je vois. Je suis bilingue pizza-pasta. Voilà, je m'arrête là. Voilà. Et donc tout le monde, les 400 personnes qui étaient bien, eux, dans l'auditoire, étaient en train de se montrer leur nouveau modèle de téléphone, ou leur premier téléphone pour la plupart d'entre eux. Donc ils n'en avaient pas grand-chose à faire de ma présentation. Ils étaient « Oh, t'as vu, le mien, il est tout petit. Ah, t'as vu, le mien, il est bleu, il est vert. » Et moi, j'arrive, pas de trad simultané, pas de slide, pas de machin. Personne ne m'écoute. Un volume sonore dans la salle, monstrueux, parce que tu mets 400 Italiens qui ont des trucs à se dire. Je peux pas lutter, hein. Bon. Donc, déjà, on ne peut pas lutter. Premier conseil, c'est plus un conseil de prof qu'un conseil de pitcher. On n'essaye jamais de lutter contre le volume sonore. Au contraire, on commence très en dessous, très bas. Ceux qui veulent t'écouter feront la police pour le reste. Tais-toi, j'entends pas ce qu'elle dit. Ça, c'est magique. Et ça m'est arrivé dans des amphis avec des étudiants qui étaient réputés terribles. Tu verras, ils ne t'écoutent pas. Au bout de 5 minutes, il régnait un silence de cathédrale dans ma salle. Bon. Donc ça marche. Pour avoir le silence. Mais après, je fais comment pour le barrage linguistique ? Eh ben, je l'ai mis aux voix. J'ai dit, voilà. J'ai dit en italien que mon italien n'était pas assez bon pour faire le cours. Je leur ai dit, je regrette vivement que vous me fassiez le coup du stéréotype de « en Italie, il n'y a jamais rien qui marche ». En l'occurrence, la traductrice simultanée est partie déjeuner. Et donc, on va mettre aux voix, lever la main, ceux qui veulent le cours en français, ceux qui veulent le cours en anglais. La grande majorité était en anglais, j'ai donc basculé sur l'anglais. Et très naturellement, il y a eu des explications qui se sont faites par là ton voisin pour traduire ce que j'expliquais en anglais, parfois avec des termes de jargon
professionnel et qui est donc pas très facile quand on a un anglais un peu plus scolaire. Mais j'ai perdu un quart d'heure sur cette petite plaisanterie. Donc évidemment, derrière en live, il faut que je rajuste ma présentation pour qu'elle tienne quand même dans le créneau horaire qu'on m'a donné. Mais sur le moment, la seule envie qui te tenaille réellement, c'est celle de prendre la fuite. On va être parfaitement clair là-dessus. Il faut lutter, il faut présenter quoi qu'il arrive, il faut pitcher. Parce que même s'ils ne t'attendent pas, même s'ils s'en fichent un peu, même s'ils préféreraient que tu te taises pour qu'ils continuent à se montrer leur nouveau téléphone portable, tu viens, tu fais ta présentation, tu ne sais jamais combien de points tu peux gagner comme ça. Et je me suis fait ce jour-là des amis que j'ai encore. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, c'est face à une salle qui en a rien à carrer de toi. Mais comment ça se passe, et moi j'ai déjà vécu ça aussi, quand tu es face à un interlocuteur qui est soit à fond avec toi, donc il arrête pas de te couper, soit il faut qu'il parle et il arrête pas, tu vois, il rebondit sur des trucs, il fait attends, tu as parlé d'une voiture, mais la voiture tu la vois de quelle couleur? Toi tu dis ouais maintenant ça fait juste 30 secondes que je te parle de mon truc. Attends, comment tu gères l'interlocuteur trop investi dans ce que tu fais? Le over-enthousiaste. C'est ça. Je le reconnais dès sa première intervention, c'est-à-dire que je lui dis « Je vous remercie beaucoup de cette intervention, je vous remercie beaucoup de votre question, j'aurai un très grand plaisir à répondre à toutes vos questions à la fin de ma présentation. » Ce qui est très bien compris comme voulant dire « Mais ta gueule maintenant, c'est moi qui parle !» Ça, je peux t'assurer que le sous-titre, il s'affiche tout de suite. Et ça désamorce cette volonté de « Ah oui, c'est vachement bien, mais pourquoi ? Ah mais oui, mais je sais, mais... » Oh malheur, il y en a des comme ça, pas souvent, mais il y en a. Tu les désamorces avec beaucoup de gentillesse et tu fais comme si tu reconnaissais que tu avais un allié dans la salle alors que ça peut te torpiller une présentation. Et tu lui dis « Merci beaucoup de cette remarque, merci beaucoup de cette question, j'aurai plaisir à répondre à toutes vos questions à l'issue de ma présentation. » Et ça, en général, ça désamorce. Pour ceux qui te coupent en pitch avec des remarques négatives ou avec des méchancetés, on le disait, c'est rare, mais ça existe encore. Ma recommandation, c'est tu fais comme s'il n'avait rien dit, parce que c'est ton temps de pitch. Tu prends possession de l'espace, tu prends également possession du temps. Et quoi qu'il arrive, la règle veut que pendant que quelqu'un pitch, on ne l'interrompe pas. Vous m'interrompez, c'est vous qui avez un problème, c'est pas moi. Au pire, je ressors la même phrase, merci beaucoup pour cette contribution, j'aurai grand plaisir à vous répondre à l'issue de ma présentation. Et 9 fois sur 10, tu as amené des éléments qui ont désamorcé la réplique ou la remarque désagréable. Il y a une 10e fois sur 10 pour laquelle j'ai une baguette magique, mais je vais peut-être pas la donner, histoire de faire que quand même, si certains d'entre tes auditeurs veulent participer à une formation au pitch, ils découvrent 2 ou 3 petites choses cachées dans la formation. On ne va pas tout dire pendant le podcast. Oui, je précise effectivement à nos auditeurs et nos auditrices que donc, tu es formatrice, tu accompagnes beaucoup d'organismes, de sociétés de production, de diffuseurs, d'auteurs. D'ailleurs, c'était très gentil de ta part de m'accorder ce temps parce que tu es en plein dans les périodes où justement tes élèves arrivent dans leur phase d'examen. Donc, tu es par monts et par vents, comme on dit. Et moi, pour avoir été accompagné par toi, je trouve qu'il y a encore plein de choses très enrichissantes. Donc, effectivement, si vous voulez, vous qui nous écoutez, en savoir plus, parce qu'il y a plein d'exercices que tu donnes, il y a plein d'autres conseils, notamment moi je t'ai vu très rapidement, je vais reparler un peu aussi de ce projet-là qui nous a fait nous rencontrer, mais quand on est chez France Télévisions, il y a donc 5 lauréats, je suis en binôme avec Maxence, j'ai plutôt l'habitude de ce genre d'exercice et je t'ai vu tout de suite identifier ceux qui avaient moins l'habitude et je t'ai vu pour certains leur faire soit répéter certaines phrases pour débloquer, on va dire, du guttural, mais aussi des exercices de respiration, il y avait plein de choses que tu donnes, mais tu cernes très rapidement les gens avant qu'ils montent sur scène. Je suis obligée. Je te remercie de l'avoir remarqué. Et c'est vrai que j'essaye de trouver tout de suite le point faible qui va poser un problème au pitcher ou à la pitcheuse. On en a tous des points faibles, on en a plein. J'essaye d'être focus sur si on travaillait 10 secondes là-dessus, tu serais plus à l'aise. C'est d'abord pour le confort du pitcher ou de la pitcheuse eux-mêmes que je fais travailler de la respiration ou de l'élocution
Parce que quand tu es à l'aise avec ton élocution, tu parles plus facilement, donc tu prends plus de plaisir à parler, donc on prend plus de plaisir à t'écouter. C'est pas seulement parce qu'un meilleur pitch, c'est un pitch où on travaille son élocution. C'est d'abord pour toi, pour ton confort. Il faut se construire une zone de confort. Mais c'est vrai que j'essaye d'être très rapide sur ça va être la première chose qui va te bloquer et donc on va travailler là-dessus de la même façon que j'ai en général très peu de temps pour analyser les aspects du projet qui doivent figurer en pitch, n'ont pas besoin de figurer en pitch, doivent être réorganisés et pour proposer des solutions pour pitcher des projets autrement parfois pour que ça soit plus efficace. J'ai rarement beaucoup de temps sur un projet, en général j'ai entre 20 et 35 minutes plus le pitch lui-même, pour proposer des solutions à des auteurs. Donc il faut que j'aille vite. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça soulève aussi autre chose que j'ai constaté, c'est qu'aujourd'hui, on ne pitch plus pareil, que ça soit chez Netflix, face à France Télévisions, face à Canal. Je pense que vous qui nous écoutez, vous avez bien vu qu'en ce moment, le marché, 1, se tend, 2, il a tendance à être un petit peu en opposition en ce moment. Donc effectivement, on se pointe pas chez les gens de la même façon maintenant. Non, et c'est très dur, tu as absolument raison. C'est très dur en ce moment et il y a des techniques de pitch très très différentes de diffuseur à diffuseur. Netflix a fait pendant un moment, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, un séminaire d'1h30 où un responsable du développement expliquait étape après étape ce qu'il attendait d'un pitch, ce qu'il fallait mettre dans le pitch deck. C'était brillantissime. Je l'ai encore enregistré en vidéo et non, je ne le partage pas. Les habitudes ont-elles changé ? Aux États-Unis, non. Pour Netflix US, je sais qu'on pitch toujours de la même façon et ça n'est pas du tout comme ça qu'on pitch en France, aux diffuseurs traditionnels en particulier. Mais c'est vrai que je vois des demandes de pitch de plus en plus courtes, des demandes d'un temps de parole beaucoup plus court. Ça s'est pratiqué en documentaire depuis fort longtemps. J'ai formé des séances de pitch, notamment au FIPADOC à Biarritz, où on avait 60 secondes. C'est aussi le cas dans l'édition. Si certains auditeurs, certaines auditrices sont également auteurs et autrices de livres, moi quand je vais pitcher aux représentants, c'est-à-dire aux distributeurs des ouvrages auprès des libraires, en général on me donne 60 secondes pour présenter mon livre à ceux qui ensuite vont le commercialiser. On n'en est pas là en fiction, à ma connaissance en tout cas, je me trompe peut-être, il y a peut-être des séances de pitch que je ne connais pas, mais je trouve qu'il y a peut-être un peu moins de séances de pitch internes, en tout cas chez les diffuseurs. Certains diffuseurs, certaines plateformes organisaient quasiment des séances portes ouvertes à un moment donné, ça n'est plus le cas. Et je trouve que le temps donné au pitch se réduit aussi beaucoup. Toi, justement, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière ? Et peut-être qu'il dépasse d'ailleurs le cadre du pitch. Le meilleur conseil pour le pitch, en tout cas, c'est sûr, c'est un collègue un jour qui m'a dit « Tu sais, ils vont pas amener Luigi avec son étui à contrebasse. » Et c'est sa formulation à lui. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Et ouais, j'ai repris l'expression et c'est pour moi, c'est exactement... D'abord, j'adore que ça soit imagé. Il faut imager dans un pitch. C'est une des clés de la narration. Mais faire arriver cette image plutôt que de dire, tu sais, personne ne va te tirer dessus, plutôt que si tu dis une bêtise. Mais j'étais ultra stressée pour faire une présentation importante où je représentais ma société et où il y avait certains enjeux. Et un collègue d'une autre chaîne, de la BBC, je crois bien, m'a dit « Tu sais, ils vont pas faire venir Luigi avec son étui à contrebasse. » Et pendant 3 secondes, mon esprit était tellement au bord du bug que je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et puis quand j'ai compris que ça voulait dire non, il n'y a pas de tueur à gages dans les gradins et que personne ne va t'assassiner si tu dis une bêtise, ça m'a enlevé un poids, une injonction de réussite qui a fait que je me suis dit, si je dis une connerie, je dis une connerie. Je pense pas dire une connerie parce que ça fait 1 mois et demi que je répète cette présentation à la virgule près avec mes collègues. Si je bafouille, si je trébuche, si je suis pas super la queen de l'oral ce jour-là, tout le monde survivra en réalité, moi et les autres. Et enlever cette pression monstrueuse qu'on met en particulier sur les auteurs qui viennent de l'écrit, qui n'ont jamais eu à se confronter à l'oral et à qui on dit « tu sais, la vie ou la mort de ton projet, c'est dans les 5 prochaines minutes », enlever cette injonction-là de réussite me semble particulièrement importante.
C'est marrant parce que ça fait écho, moi, je le salue parce que peut-être qu'il écoute ce podcast, c'est David Aremza qui est un réalisateur, qui est le réalisateur de The Voice en Belgique, qui avait réalisé une émission que je présentais il y a une quinzaine d'années. Et c'est pareil, il me voyait très très en stress avant. Et puis il vient me voir, il me fait ça va, je dis bah je suis stressé quoi, je vais prendre l'antenne, c'est un peu angoissant. Et il me dit est-ce que tu es dans un bloc opératoire avec le cœur de quelqu'un entre les mains? Je dis bah non. Il me dit donc t'es pas chirurgien cardiaque, donc t'as pas à avoir de stress. J'étais là. Ah mais oui carrément. Et tu vois c'est pareil que toi en fait, c'est de se dire en fait mais relativisons quoi. C'est Exactement. on va pas mourir en fait. Le monde sera exactement le même 5 minutes avant que 5 minutes après. Tout à fait, tout à fait. La vraie, je dirais que le vrai enjeu, la vraie injonction, c'est quand tu es auteur tout seul, que tu sors de ta caverne une fois tous les 6 mois pour aller chasser le mammouth, et que le mammouth, soit tu le prends et tu manges, soit tu le prends pas, et c'est très embêtant. Pour sortir de cette métaphore, la vie de ton projet peut effectivement se jouer sur quelques pitchs, mais pas un pitch. Et ça n'est pas parce qu'on est bon à l'oral ou mauvais à l'oral qu'on va sauver le projet ou pas. C'était ta question super de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut sauver un mauvais projet avec un bon pitch et tuer un bon projet avec un mauvais pitch? Je crois qu'avant tout, il faut aller pitcher. Il faut aller pitcher tout le temps, le plus souvent possible. Il faut rencontrer les gens, montrer qui on est, montrer son talent, montrer de quoi on est capable. Et puis de temps en temps, on dit une bêtise parce qu'on est humain. Et puis on a des bons jours et des mauvais jours. Et c'est pas grave. Et les enjeux qu'on met sur les premiers pitchs ont tendance, je trouve, à s'estomper quand c'est ton 340e et que tu as compris que même si tu tiens beaucoup à ce projet, peut-être que c'est pas celui-là qui se fera, peut-être que sur les 10 projets que tu as en ce moment, c'est celui que t'aimes le moins qui se fera. Combien de fois ça nous est arrivé, à toi comme à moi, j'en suis sûre. C'est pas grave. L'important, c'est d'avancer, faire, rencontrer les gens, écrire, développer, pitcher et vivre de son métier. Et si tu avais un petit conseil d'exercice pratique pour nos auditeurs et nos auditrices à faire après l'écoute de ce podcast, tu vois, en 4-5 minutes, tu conseillerais quoi? Voilà, je suis chez moi et au moins voir comment on est à l'aise. Parce que il y en a beaucoup qui pitchent dans leur tête. Moi, j'ai remarqué ça. Les gens me disent ah, c'est bon, je l'ai revu dans ma tête. Puis après, quand tu as la voix qui vient avec, plus l'interlocuteur, l'interlocutrice en face de toi, c'est plus comme dans ta tête, en fait. C'est plus fluide du tout, quoi. C'est très juste. L'oral, le passage à l'oral n'a rien à voir avec ce que tu peux te raconter. Donc, premier petit conseil rapide, évident, vous avez un téléphone portable, enregistrez-vous et réécoutez-vous. Je sais que c'est horrible, personne n'aime s'écouter, mais ça permet de mettre le doigt sur « ça fait 3 fois que je le passe, ça fait 3 fois que je trébuche sur cette phrase-là en particulier, il faut que je la réécrive ». Toujours avoir ce réflexe de modestie de « ma phrase, elle est bien écrite pour l'écrit, mais elle n'est pas écrite pour l'oral, donc il faut que je réécrive ». Premier conseil. Deuxième conseil, avez-vous une concierge? Si vous avez une concierge, c'est désormais votre otage. Vous prenez votre concierge en otage. Madame Gonzalez, il faut que je vous raconte une histoire. Et là, pendant les 45 secondes où elle sort les poubelles, et donc ça fait un raffut d'enfer, et puis elle a un peu autre chose à penser, vous lui sortez votre histoire, et là vous verrez si elle vous écoute, si elle vous écoute pas, si elle comprend, si elle comprend pas. Parce que mon ancienne concierge, Madame Gonzalez, si vous m'écoutez, bonjour, Madame Gonzalez, elle était cash. Elle me disait, ça, j'ai pas compris. Et ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse dire à un pitcher. Si on n'a pas compris, c'est que vous avez mal expliqué. Comme pour un prof, hein. C'est pas vous qui êtes bête, c'est le prof qui a mal expliqué. Si on n'a pas compris ce qui se passe dans votre histoire, on n'a pas compris pourquoi Roméo a quitté Juliette, c'est parce que vous n'avez pas donné les bonnes clés de la bonne façon, au bon endroit du récit. C'est pas grave, on y retourne, on réécrit et on recommence. Être modeste par rapport à sa proposition de pitch, je pense que c'est un atout énorme. Et comme tu le disais très justement, pitcher à l'oral, même pitcher au mur du fond, pitcher à son chat, c'est toujours beaucoup mieux que pitcher dans sa tête. Écoute Claire, on va arriver tout doucement vers la fin de cet entretien. J'ai encore quelques toutes petites questions. Justement, est-ce que pour toi, il y a une phrase qui tue instantanément un pitch? Le truc qu'il faut vraiment pas dire? Je dirais que c'est plus dans les questions et réponses où j'entends de temps en temps « comme je l'ai déjà dit ». Oh malheur, ouais, tu l'as peut-être déjà dit en pitch, mais t'es là pour expliquer, répéter, clarifier, mettre en image et donner envie. Comme je l'ai déjà dit, c'est un peu un tue-l'amour, d'une. Deux, il y a quand même des petites phrases que je ne conseille pas, genre « ça n'est pas un projet très cher ».
Sérieusement, quoi. Quand on est auteur, ça n'est pas un projet très cher. Vous êtes capable de le chiffrer, votre projet, et vous connaissez l'enveloppe budgétaire du producteur ou du diffuseur pour faire des projets de ce type? Probablement pas. Et donc, à partir de ce moment-là, on fait jamais le travail de l'autre à sa place. Voilà. Jamais. Absolument pas. L'autre truc qui tue et qui signale l'amateurisme, à mon sens, immédiatement, c'est un projet qui a un potentiel international. Soit tu as 20 ans de bouteille, tu as déjà fait des projets internationaux, tu sais exactement comment ça marche, et là tu es crédible pour dire ce genre de choses, soit pas, et donc pas. Voilà, parce que ça, les projets internationaux, c'est d'une complexité noire à monter en termes de production, et quand on est simplement auteur, on ne se rend absolument pas compte de tout ce que ça implique, ça fait fuir les producteurs. C'est pour moi l'une des choses qui tue absolument une proposition professionnelle. La dernière question, c'est toi qui vas la choisir parmi 3 propositions. Ok. Je t'écoute. Je te propose donc ces 3 questions. Quel est le pire conseil que l'on donne encore aux auteurs selon toi? Est-ce qu'il faut être soi-même ou jouer un rôle quand on pitch? Ou, après 25 ans, toi, à écouter des pitchs, est-ce que tu peux repérer en quelques minutes un auteur qui a une chance de perdurer dans ce métier? C'est grosso modo les 3 questions que je voulais te poser, mais comme on est en fin d'entretien, c'est l'invité qui a le droit de choisir. Alors, si c'est ma prérogative royale, je prends les 3 et je te promets que je les fais très rapidement. Question Alors attends, numéro 3. on va y aller. Oui. Alors, après 25 ans, est-ce que tu peux repérer en quelques minutes un auteur qui va avoir une jolie carrière? Oui, Quel est le pire conseil que l'on donne encore aux auteurs? parlez fort. Et faut-il être soi-même ou jouer un rôle quand on pitch? Les deux, mon général. On cherche le naturel. Ça sera ma réponse la plus longue pour ce quickfire. C'est un faux naturel, ce qu'on adopte en pitch. Ça n'est pas du théâtre. On ne joue pas un rôle. Il faut mettre ses tripes et en même temps développer un naturel contraint qui donne l'impression qu'on a pitché toute sa vie alors qu'à l'intérieur, on est mort de trouille. Vous savez quoi? On est tous morts de trouille. C'est normal. Travaillez votre naturel et votre aisance. Quand vous arrivez avec confiance dans le projet, on a confiance en vous. Soyez bon, pitchez bien. Tu donnes beaucoup de formations, tu accompagnes beaucoup d'organismes formateurs. Comment on suit ton travail et comment on te contacte aujourd'hui? Aujourd'hui, on me contacte soit par mon site web, lepitch.art, car le pitch est un art, soit par mail à l'adresse claire@lepitch.art. Tout simplement, et j'aurai grand plaisir à vous lire. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir passé cette heure et demie avec moi et les auditeurs et les auditrices. Merci de m'avoir accueilli. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Prochain épisode dans 15 jours. Vous pouvez reprendre une vie normale maintenant que vous avez un petit peu plus de séquences dans votre vie. Bye bye tout le monde.